qu'en fait, nous sommes à un moment crucial où des décisions vont être prises pour l'avenir, pour l'indépendance alimentaire, économique de façon générale de l'État d'Israël. Boker Tov, Daniel. Bonjour. Alors, on va parler ce matin d'un des sujets que vous vouliez évoquer. Il s'agit justement d'un risque, d'une crise, on va dire, d'une pénurie de produits essentiels dans les supermarchés. De quoi s'agit-il exactement? Oui, cette semaine, la commission de l'économie à la Knesset, à la demande des députés de tous les partis, il ne s'agit pas de quelque chose de politique partisane, opposition contre majorité, s'est réunie pour traiter du sujet. Est-ce que en Israël, on va bientôt manquer de produits de première nécessité dans les supermarchés? On sait d'ailleurs que dans le monde entier, même dans des pays très développés comme en Allemagne, il y a des produits qui, à cause de la guerre d'Ukraine en particulier, qui manquent cruellement dans les supermarchés. Et la question est de savoir, est-ce qu'en Israël, on va bientôt arriver à cette situation ou bien est-ce qu'on risque d'y arriver? Alors, il y a eu, tous les acteurs économiques sont venus parler à cette réunion qui, à mon avis, est très importante. De la part des agriculteurs, il est dit la chose suivante. Si le gouvernement nous permet, le ministère de l'Énergie en particulier et le ministère des Finances, nous donne les possibilités d'avoir de l'eau nécessaire pour faire de l'agriculture comme nous le voulons, nous pensons que nous pouvons toujours être une possibilité d'indépendance pour les industries de l'agroalimentaire et qu'on pourra fournir tous les produits qui sont nécessaires, que ce soit maïs, blé et tout cela, pour pouvoir justement permettre aux industriels de produire à partir de ce qui est à partir des produits israéliens. Maintenant, ils ont encore ajouté la chose suivante. Si on remarque, on verra que le ministère de l'Agriculture, qui a voulu a commencé à enlever les douanes de beaucoup de produits agricoles depuis 2-3 mois, particulièrement les tomates. Et quel est le résultat? Ils ont dit, le résultat, ça a été 22% d'augmentation des prix depuis. À cela, le ministère de l'Agriculture répond 2 choses. Moi, ce que je veux, c'est rationaliser l'agriculture, faire qu'en fait, qu'il n'y ait plus de petits agriculteurs, qu'il n'y ait que des agriculteurs très importants, et je donnerai des subventions pour permettre à ces agriculteurs de pouvoir s'adapter, mais je ne peux pas supporter que les Israéliens doivent payer des prix qui sont beaucoup plus supérieurs au point de vue agricole à ce qu'on trouve dans les marchés européens. Ce à quoi les agriculteurs ont répondu qu'ils risquent d'avoir les subventions lorsqu'ils n'existeront déjà plus, et en plus que ce n'est pas eux qui sont les responsables qu'il faut qu'ils reçoivent des subventions maintenant, et qu'en plus ils ne sont pas les seuls responsables de ce coût important pour les consommateurs, mais c'est parce qu'il y a un marché monopoliste, il y a de la concentration dans les divers dans ce secteur-là qui empêche les prix d'être normaux. Enfin, dernière chose, par exemple, qui a été notée par la députée Rosine de Meretz, qui a dit qu'il y a 20 milliards de shekels d'aliments qui sont gaspillés chaque année, qui sont jetés. Et elle pense que, d'après les études qui ont été faites, la moitié, c'est-à-dire 10 milliards de shekels, pourraient être récupérés et qu'il faudrait aussi aller dans cette voie-là pour éviter justement qu'il y ait pénurie à l'avenir. Je dirais en conclusion que ce qu'a dit le chef de la provisoire à l'heure actuelle de la commission de l'économie sur ce débat est qu'il demande une commission interministérielle qui se penche sur ce problème qui est un problème majeur pour l'avenir économique de l'indépendance d'Israël. Je conclurai donc moi aussi qu'en fait, nous sommes à un moment crucial où des décisions vont être prises pour l'avenir, pour l'indépendance alimentaire, économique de façon générale de l'État d'Israël.
Alors ça c'est le premier dossier. Le second dossier dont vous vouliez qu'on parle ce matin, eh bien il se rapporte au marché immobilier. Et vous constatez, avec la publication des chiffres du premier trimestre 2022, une sorte de refroidissement du marché immobilier, ce qui ne sera peut-être pas pour décevoir certains de nos auditeurs. Oui, effectivement, le ministère des Finances a publié hier les chiffres officiels de ce qui s'est passé au premier trimestre 2022. Il y a eu en tout 31 000 appartements qui ont été vendus. Il s'agit du même chiffre qui avait été fait l'année dernière. Je parle de tous les appartements confondus. Ce que, en plus, au ministère des Finances, on veut préciser. Il y a une baisse de 23% de l'investissement immobilier, c'est-à-dire des gens qui achètent des appartements non pas pour y habiter, mais pour le louer à d'autres personnes. Et ça, il y a une baisse une nette baisse de cet investissement, 23% par rapport à ce qui se passait au premier trimestre de 2021 et 60% par rapport à ce qui s'est passé à la fin du dernier trimestre de l'année 2021. Donc, et ça rapporte effectivement les recettes de l'État pour tout ce qui est fiscal de l'immobilier ont été que de 736 millions de shekels, ce qui est une baisse par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et effectivement, les taux d'intérêt, l'alourdissement de l'imposition, tout ça y fait. Et c'était quelque chose d'attendu qu'il y ait un refroidissement de ce marché immobilier. Et on pense d'ailleurs qu'il va continuer. Une chose qui est intéressante, c'est de noter que parallèlement à ça, il y a eu dans la presse israélienne la publication d'une étude mondiale sur l'augmentation des prix de l'immobilier au premier trimestre 2022 dans le monde entier, dans 150 villes. Il a été donc fait là-bas une comparaison entre différentes villes et les différents pays pour savoir où on en est. D'abord, dans la plupart des pays, au premier trimestre 2022, il y a une augmentation de 10% du prix de l'immobilier, ce qui est donc très important. Le premier pays où l'immobilier a le plus augmenté au premier trimestre 2022, c'est en Turquie, c'est Istanbul, où les prix ont augmenté de plus de 100%. Où en est Israël à ce niveau-là? Très intéressant de noter que Tel Aviv, qui justement était ces dernières années un endroit où il y avait énormément d'investissement immobilier, non pas encore une fois pas pour acheter pour soi-même, mais surtout pour pouvoir le louer, n'a augmenté que de 5% au premier trimestre 2022, ce qui la place à la seulement 100e place parmi les 140 villes étudiées, ce qui est bien en dessous de la moyenne. Jérusalem, elle, reste une importation encore importante puisqu'elle est à la 14e place avec plus que 10% d'augmentation des prix. Alors, je voudrais qu'on mentionne aussi qu'on dise un mot sur la baisse du chômage également, puisque c'est aussi une donnée, cette fois c'est une donnée qui peut être encourageante, hein, je l'espère en tout cas. Oui, effectivement. Dans le billet de la QJ qui va se publier dans quelques jours, pas cette semaine, la semaine d'après, je donne des chiffres très intéressants d'ailleurs sur le fait que non seulement en Israël le chômage baisse, mais le salaire réel a augmenté en Israël en 2021, alors que dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas. C'est dû parce que il y a une augmentation des salaires, mais en plus, comme nous le disons souvent ici, une inflation, surtout en 2021, mais même en 2022, beaucoup moins importante que dans la plupart des pays. Et donc, à ce niveau, on peut être satisfait. Maintenant, nous voyons effectivement que nous sortons de plus en plus au niveau de l'emploi de la crise du corona. Et même fin mars, nous avions dit que nous étions arrivés à une baisse historique de 50 ans au niveau du chômage. Maintenant, hier a été publié les chiffres de mai par rapport à avril, et les chiffres de mai montrent une nouvelle baisse du chômage de 0,2%. On est à 3,4% seulement de chômeurs, et 10 000 personnes nouvelles ont trouvé de l'emploi le mois dernier.
Alors, dernier titre ce matin que vous avez relevé dans la presse israélienne et la presse spécialisée, la presse économique. C'est une enquête journalistique qui dévoile de nouveaux stratagèmes de la part de certaines agences de voyage pour tenter de renflouer leurs caisses sur le dos des consommateurs. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, la chaîne numéro 12, Mako on l'appelle, publie souvent des enquêtes qui permettent aux consommateurs de faire attention dans certains secteurs. Et effectivement, il est évident que la sortie du Covid a poussé dans le monde entier des gens à vouloir revoyager. Et Israël, il y a eu un record en mai de nouveau de gens qui ont voulu partir de Ben Gurion et ça continue. On risque d'avoir un été très chaud pour les départs. Et bien entendu, les agences de voyage qui ont beaucoup souffert dans la période de Corona trouvent toutes sortes de stratagèmes pour renflouer les caisses. Alors, je donne quelques-uns pour dire surtout prévenir nos auditeurs de faire très attention. Premièrement, il y a des gens qui avaient pris donc par Internet sur une agence de voyage pour aller dans un tel pays et ils avaient loué un hôtel. Ils avaient donc réservé un hôtel. On leur dit tout d'un coup, dans cet hôtel, il n'y a plus de place, on vous propose un hôtel plus cher. La législation dit que lorsqu'on publie dans Internet le prix d'un hôtel, on doit se retenir et vérifier qu'il y a de la place. Et si les gens ont commandé dedans, on ne peut pas leur dire après, il n'y a plus de place. Et donc, c'est un problème. Deuxième chose, lorsqu'il y a eu beaucoup malheureusement de vols qui ont été annulés. Beaucoup sur EasyJet, sur Ryanair. Et à cause de ça, les gens ont demandé à leurs agences de voyage d'être remboursés. On appelle ça en hébreu bitoul. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que les sociétés ont demandé, on dit bon, on vous rembourse, mais nous, parce qu'on est obligé de s'occuper de l'annulation et de faire rembourser par la compagnie, eh ben, on va vous prendre $30. C'est, d'après la loi, quelque chose qui n'est pas tellement permise. Troisièmement, et ça encore, je dirais, plus embêtant et plus ennuyeux. Alors, beaucoup de gens ont fait par téléphone, par Internet, ont pris leur billet. Et donc, il y a eu un problème et ça a été aussi annulé, leur voyage. Alors, ils ont dit à la société, donc, on va récupérer l'argent. Ils ont dit, oui, on vous le fait, mais si vous le faites par téléphone, on va vous prendre $30 par billet pour pouvoir s'occuper de ça. Et c'est vrai que c'est permis, mais c'est pas tellement louable de le faire, puisque les gens pensent que si on fait ça par téléphone ou se déplacer, c'est qu'on pourra avoir gratuitement également un service qui nous permettra d'annuler s'il y a eu un problème de la part du prestataire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Elle a dit, ben, moi, on me paie l'argent, je préfère aller sur place à l'agence pour recevoir mon argent sans avoir besoin de payer le service par téléphone. Alors, il est allé sur place et là-bas, la société lui a dit, non, je peux pas vous recevoir. Alors, il a dit, ben, vous m'avez dit qu'on peut aller aussi sur place. Finalement, la société a accepté de le recevoir, mais encore une fois, ce que les associations de consommateurs disent, c'est que avant de vous lancer dans des achats par Internet aux agences de voyage, vérifiez bien les petites lettres. Oui. Et d'ailleurs, dans certains cas, il y a eu des plaintes qui sont maintenant déposées en justice. Et donc, voilà, c'est le message que je voulais faire passer à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur cette presse économique, sur ces différents sujets importants. Merci d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine ici dans notre studio. Merci.